François, l'enseignant à l'université d'Ivry à l'IUT au sein du département qualité logistique industrielle et organisation. Et mes cours tournent autour de la démarche d'amélioration continue, Six Sigma, TMAIC, A3, les outils d'amélioration et l'accompagnement à la digitalisation, donc essentiellement sur des outils no-code. Alors le but était, et avec les collègues, de tester l'IA, donc avec notre ami Claude. L'objectif étant de créer une application web avec zéro code. Donc c'est juste du prompt, on appuie sur entrée et on teste. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Alors sur quoi on est parti ? On est parti sur une appli, avant de partir sur une appli métier, pour voir si l'IA était soi-disant intelligente, sur une appli de gestion de département, parce qu'on est dans un département, c'est à destination d'une dizaine de personnes, donc des enseignants, responsables de formation et nos assistantes, nos merveilleuses assistantes d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que en fait, on a aujourd'hui plein d'outils Excel, puisqu'on a des demandes en centrale, qui nous demandent tous les mêmes choses, mais comme c'est jamais au bon format, donc on a un certain nombre de fichiers Excel dans tous les sens, avec jamais les bonnes données. Alors on va avoir des fichiers Excel avec du VBA, un autre macro. Là, il en manquait, puisque ça, alors je précise que ça a été généré avec l'IA une fois l'application en développement. Un tableau de bord pour BI, des fiches pour suite d'études. Donc l'idée, c'était de tout regrouper. Donc on n'est pas du tout dans un projet un peu standard. C'était le but de voir si l'IA fonctionnait, c'est-à-dire de tout récupérer, de voir ce qu'elle est capable de faire. Donc qu'est-ce que... c'est de remplacer un certain nombre d'outils. Ça nous a créé un certain nombre de tables avec des modules fonctionnels. Alors au niveau de l'infrastructure, et je remercie Felipe à ce niveau-là, puisque là ça dépasse mes compétences, on est sur sur une base de données Postgre, on travaille sur un Docker et on travaille avec GitHub par rapport au versionning. Et ça permet donc un déploiement automatique, d'avoir des environnements séparés puisqu'on a un environnement dev et production, la gestion des droits et la migration versionnée. Donc là, je vous ai mis le schéma de la base de données, enfin pour que vous ayez un ordre d'idée des données dont on traite. Donc il y a un noyau central avec les différents calendriers planning, les référentiels, programmes, et des liens avec d'autres systèmes, notamment par de l'import CSV. Alors bien sûr, les informaticiens, et je pense notamment à mon beau-frère, peut-être que la structure est assez banale et traditionnelle, et je pense que c'est certainement le cas, puisqu'on a des modules applicatifs. Donc voilà les différents modules, hein. Un module planning pour définir le planning de formation de nos 3 formations dont on gère, le suivi des étudiants, la conformité avec le programme national, les suivis des stages, des soutenances, la gestion de vœux, de poursuite d'études, enfin toutes les activités qu'on mène au sein d'un département. Donc effectivement, pour revenir, l'applicatif, in fine, est quelque chose, je pense, de traditionnel, mais ce qui en fait quand même la force avec Claude, c'est que ça a été fait par des gens comme moi qui ne savent pas coder. Et c'est ça que je voulais, qu'on souhaitait tester. Donc pour terminer par rapport à l'infrastructure, donc on travaille sur un serveur NAS Synology, avec des runners GitHub et un accès à un espace production et de développement. Alors ce que ça donne, on n'est pas pour l'instant dans une version finale, hein, mais on a les différents modules, alors tous sont pas développés. On a un module planning où en fait on va venir ici définir les plannings quand ils sont à l'entreprise, quand ils sont en stage, alors avec un outil un peu didactique, hein. Le but c'est que ça soit le plus simple possible, puisque de toute façon tous les outils qu'on nous propose à l'université, on trouve trop compliqué, donc l'idée c'était aussi de le rendre très simple à l'utilisation par rapport à ce que nous on a pu faire à partir de nos fichiers Excel. Donc là, au niveau du programme de formation, donc on retrouve le programme de formation, ce qui nous héritera les 25 fichiers Excel qu'on a, où on a plein de programmes, mais on ne sait plus lequel est le bon, avec les différents cours, les conformités, alors parce que ce qui est un casse-tête, parce que nous on a un programme national, donc il faut vérifier les conformités, enfin c'est toujours un arrachage de cheveux, donc l'idée c'est que ça soit assez simple, jusqu'à déboucher notre maquette.
pour mieux la maîtriser et pour mieux maîtriser les données. Voilà un petit peu mon environnement traditionnel d'un logiciel. Alors, au niveau de l'IA, comment ça s'est déployé? Enfin, l'idée, c'était de déployer une appli métier pour qu'après on forme nos étudiants avec une IA. Alors bon, là, on est parti sur Claude. Donc d'abord une version pro, puis une version business, de façon à, et dans des conditions volontairement difficiles dès le début, qui est de fusionner plein d'outils. L'idée, c'était de voir si en appuyant sur un bouton, hop, tout se faisait automatiquement. C'est pas tout à fait le cas, à mon grand désespoir. C'était un peu plus compliqué. Donc cet outil, bon, on l'appelait Department Manager, mais peu importe. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, en termes de flux de travail, comment on a procédé? En tout cas, comment je procède? En fait, je donne des instructions en français, pas de code, pas de technique. Alors, bien évidemment, au départ, on a défini quand même un certain nombre de choses techniques avec Philippe pour qu'il y ait une meilleure maîtrise pour quand même mieux s'organiser. Claude fait le code, il reformule, et puis on pousse directement sur le NAS. On teste, et donc si c'est bon, ça passe en prod, sinon on revient, on recode, etc. Donc c'est typiquement développement traditionnel. La seule différence, c'est que ici, entre chaque section, il y a écrit entrée, entrée, entrée. Donc, pour vous montrer un exemple, voilà un exemple d'éléments. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il y avait un bug. Il m'explique le bug. Voilà. Je dis OK, mémorise. Et donc je lui propose de rajouter un onglet dans le semestre. Je ne sais pas pour quelle raison. Je suis obligé, je dirais après par la suite, de lui dire à chaque fois reformule, propose, même si dans sa propre mémoire, je lui ai dit que je ne voulais qu'il code pas, parce qu'une des problématiques, c'est qu'il a qu'une envie, c'est de coder, 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 pour que ça dépense du token et qu'après on soit plus, qu'on soit limité, puisque juste pour information, il m'a fallu 3 sessions, donc à peu près une dizaine d'heures, pour exploser mon quota de tokens. Donc c'est-à-dire en 15 heures, hop, j'étais arrêté. Et donc une fois qu'il le crée, alors là il va me raconter toute sa vie. Bon, c'est intéressant, mais alors pareil, ça revient. Et puis bon, voilà, en ce moment il me raconte tout ce qu'il fait. Bon, ça me permet de comprendre à peu près. Des fois je l'arrête quand je vois qu'il va pas sur des bons chemins. Donc il me raconte ce qu'il modifie, le back-end, le front-end, etc. Et il pousse. Et après je teste. Donc, et j'ai OK, il fait, et entrée, enfin voilà, c'est vraiment une limite, avec des prompts qui sont parfois complètement déstructurés, puisque je fais des fautes d'orthographe toutes les 30 secondes, j'oublie des mots, et pour autant, oui, il comprend. Et ma logique me fait penser que, in fine, on n'a même pas besoin de faire de phrases structurées, il suffit juste des bons mots-clés pour que ça avance. Enfin, j'ai vu des tutos dans ce sens-là. Donc, du coup, voilà un petit peu la gestion des différentes boucles qui sont faites. Et on a également, en tout cas, on a mis en place un travail collaboratif avec différentes personnes pour travailler sur des branches. Alors, GitHub gère des branches de versionning. Alors, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, une fois que le commit est lancé, j'ai juste à aller sur GitHub et je viens regarder. Bon, là, il y a eu des petits bugs, mais je viens regarder. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est rouge, bon, j'appelle Macfel, le collègue, pour voir qui héberge le NAS, pour voir d'où il y a le problème. Mais bon, vous voyez, j'en suis à 224 exécutions de flux de travail. Dans la grande majorité du temps, ça marche très très bien et il n'y a vraiment pas de difficulté. Et c'était l'objectif, c'était de voir si c'était accessible auprès des étudiants. Et pour moi, ça allait. Alors peut-être pas sur un projet aussi important, mais pour des projets plus métiers, simples. Je pense notamment, par exemple, à une petite gestion de stock, à des outils même de résolution de problèmes. Ça peut être ou des outils d'amélioration qui sont liés au métier de responsable qualité ou d'amélioration continue. Et souvent, on utilise Excel. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, c'est de montrer cette possibilité auprès des étudiants.
Il a fallu que je mette en place un protocole pour, euh, pour mieux me gérer l'IA, parce que sinon elle part dans tous les sens. Alors le protocole, il est en 6 étapes, alors plus exactement 5, puisque le dernier est vraiment plutôt spécifique. Donc reformuler avant de coder. Donc je fais un prompt, je demande à ce qu'elle me réexplique. Toujours passer en dev, donc jamais pousser en direct sur le master, d'abord toujours en dev. Ne jamais pousser sans me demander. Alors là, il y a quand même des gros soucis d'Alzheimer parce qu'elle oublie et elle pousse avant même que je lui demande. Alors pousser, c'est de l'envoyer sur GitHub et qui après le met sur le serveur de développement. Prévenir la fin de contexte, parce qu'effectivement, nos sessions ne sont pas illimitées. Il y a un certain nombre de jetons, enfin de tokens, qui font que on est bloqué, et surtout, ça ne met pas en mémoire. Donc, lorsqu'elle prévient en fin de contexte, je lui demande d'activer la mémoire et de mettre tout ça en mémoire. Je ne veux pas coder. Je n'ai aucune action manuelle de code ou même euh, je ne fais aucune manipulation, tout est fait par Claude. Euh, et c'est le but et c'est l'objectif, c'est pour que nos étudiants, on ne donne que des spécifications fonctionnelles et que le reste soit un peu transparent. Et bien sûr qu'il y ait un test et des retours comme dans le flux précédent que j'ai présenté précédemment. Et puis là, bon, c'est juste d'avoir un bilan du temps de fin de session pour savoir le temps passé entre Claude et Bertrand. C'est là où je pense est la valeur ajoutée de l'IA, c'est-à-dire que sur 37 heures de travail environ, plus, euh, en fait, 74% du temps ont été faits par l'IA et 32% par mois. Alors effectivement, je l'ai quand même observé. Alors au début oui, puis à la fin, je faisais autre chose. Macfell, donc, qui nous met à disposition le serveur et que je remercie, était quand même présent parce qu'il y a eu des petits soucis, mais vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, si je ramène par rapport à un coût, pour le coût qui est de 20 € par mois de Claude, bon, pour avoir un applicatif, et je ne suis pas informaticien, c'est quand même assez intéressant. Et pour moi, ça me paraît assez incontournable, que ce soit pour des SS2I ou même tout simplement pour des applications métiers, parce que faire appel à un consultant pour qu'il développe une application métier, alors peut-être un peu moins complexe que ce qu'on fait encore, je pense que c'est quand même un sérieux avantage et je pense qu'on a tout intérêt, et c'est le but, c'est de former les étudiants dessus pour qu'ils soient en capacité d'utiliser ou pas l'outil avec les autres solutions qui sont plus traditionnelles. En tout cas, d'autres solutions du pack office, si je puis dire, pour BI, pour apps, etc. Alors, de façon retour d'expérience par rapport à ce que j'ai pu vivre, effectivement, au début, c'est assez impressionnant puisque le code est généré en quelques secondes, il comprend le contexte, le vocabulaire, il récupère le vocabulaire. Bon, ça reste des choses qui sont, puisque de toute façon, il va sur le web, euh, donc du coup, il y a quand même un certain nombre d'éléments, donc c'est encore assez compréhensible. La gestion de l'architecture qui est assez complexe, enfin, de mon point de vue qui est complexe et qui arrive à la gérer. Et puis, zéro ligne de code écrite manuellement. Donc, voilà, l'expertise technique, alors il faut la fixer au début, bien évidemment, sinon ça ne fait pas, mais parce que sinon les choix peuvent être mauvais. J'espère que nous, dans notre projet, on n'a pas fait trop de mauvais choix. Du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors après, avec le temps, c'est quand même des limites qui, moi, me font penser que c'est pas très intelligent finalement. D'une part, les tokens s'épuisent, les jetons. Bon, c'est un business, très clairement, c'est un business. Donc, effectivement, même en payant, ça se limite. Bon, c'est sûr que si on paye un peu plus cher, il y a une autre version, j'ai essayé la version pro, la business. La business, c'est qu'elle est plus collaborative. Et après, il y a encore un autre niveau, bon, je ne testerai pas, mais en tout cas, qui peut-être permet d'avoir plus de jetons. Il faut un protocole strict, donc moi j'ai fait ce protocole-là, sinon ça part dans tous les sens et à la fin on prend des mauvaises décisions techniques et à la fin ça ne marche pas. Elle oublie des fonctionnalités.
voire des parties entières. Pourtant, elle a une mémoire interne et je lui demande souvent de sauvegarder, mais elle oublie. Alors, elle est gentille parce qu'elle oublie, mais elle oublie pas en fait. C'est-à-dire qu'elle oublie, et il faut lui rappeler, puis elle dit ah oui, j'avais ça en mémoire. Alors, bon, est-ce que c'est volontaire pour montrer que je sais pas. Enfin, je pense pas. Je pense que c'est pas encore optimisé à ce point-là. Et alors là, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a aucune méthode. C'est-à-dire que les méthodes proposées, alors c'est rassurant, c'est qu'en fait, moi qui pensais que j'allais appuyer sur un bouton et tout faire, on en est loin. Elle ne m'a pas demandé des specs fonctionnels, pas d'alignement fonctionnel technique avant de coder. Donc, et là, je démarre sur un autre projet où là, je le fais en. J'utilise la méthode dite en V où on va démarrer dans un premier temps les specs fonctionnels avec les collègues. On va faire un MS pour piloter notre atelier et vraiment, on va passer du temps à définir les spécifications fonctionnelles pour voir si vraiment elle arrive à retranscrire fonctionnel à l'aspect purement technique et de coder exactement ce qu'on veut faire. Elle passe son temps à coder, puis à recoder, et corrige, donc bon, c'est elle veut faire des jetons, quoi, c'est tout. Et il faut la diriger fermement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut, parce que si l'utilisateur, si on ne sait pas ce qu'on veut, elle nous fait partir dans des, dans des travers qui font que c'est pas bien. Et du coup, c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est pas mal, et ça sera très bien pour nos étudiants, parce que si les étudiants ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, et donc du coup, n'ont pas une bonne vision du métier, bah, ce qu'ils vont faire, ils le feront mal, quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand c'est sur Excel ou pour BI ou autre, en fait, ça dépend de la technique. Où est le bouton, où est la formule. Alors j'aimerais faire tel élément, mais c'est quoi la formule? Alors que là, la formule, il suffit juste de parler. Alors bon, j'ose espérer que nos étudiants sachent bien parler et formuler, et encore, ils peuvent même faire des fautes d'orthographe, ça passe quand même. Donc je pense que ça peut être un apport assez important. Alors, de façon globale, ce qu'elle n'est pas, c'est pas un collègue qui réfléchit avec vous. Donc effectivement, ça remplacera pas l'interaction humaine. Et quand on a été à deux sur la même, enfin partager la session, on allait beaucoup plus vite. C'est pas un architecte logiciel de mon point de vue. Enfin, en tout cas, c'est nous qui devons fixer comment est l'architecture. Le système, bon, pas trop de mémoire, et c'est autonome, mais c'est quand même assez limité, je trouve. Par contre, c'est un exécutant qui est très rapide, je vous ai montré à travers les chiffres, et c'est ça qui est bluffant, et c'est ça qui fait, pour moi, la force de l'outil. Et du coup, on va au-delà du Excel Word, parce que bon, là, je vous ai pas montré, mais en fait, par exemple, les plannings, on génère des PDF qui sont magnifiques, enfin, c'est quand même, on a toute la doc, enfin là, on a toute la doc qui voilà, pour avoir la modélisation de la base de données, alors je pense que c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais pour nous, c'est assez, assez, assez impressionnant. Et je pense que ça amène des compétences, parce que malgré tout, ça décrit un petit peu ce que ça se fait. Donc si on est intéressé, on arrivera à comprendre, en tout cas, un certain nombre des éléments. Et par contre, il faut, il faut savoir ce qu'on veut réellement, parce que sinon, ça, ça ne marchera pas. Donc, pour moi, c'est un gain de productivité euh, pour des non-développeurs comme nous, qui maîtrisent leur domaine métier. Il faut l'encadrer fermement. Et effectivement, 35 heures avec l'IA, ça aura coûté plusieurs mois. Alors, plusieurs mois d'un développeur, je dirais, traditionnel, hein. Et même encore, je veux dire, le temps qu'on se réunisse, voilà, c'est quand même assez rapide. Mais par contre, c'est pas un outil miracle de mon point de vue. Ça reste un outil de productivité. Donc c'est mon point de vue. Donc si vous, c'est un outil de productivité, comme tous les outils logiciels. Est-ce que ça va révolutionner le monde? Franchement, j'en sais rien. Ça va nous rendre peut-être plus efficients. La difficulté que j'y vois
avec nos étudiants, c'est plutôt il faudra bien les accompagner. Pas les bons, parce que les bons ils s'en sortiront, de toute façon les bons ils s'en sortent tout le temps, mais pour les gens qui sont moyens et un peu plus bas, il va falloir leur donner ces fameux protocoles et un certain nombre de règles pour leur apprendre à structurer leur démarche. Et ça revient à ce que nous faisons en Clio, qui est ni plus ni moins des méthodes de travail pour mieux s'organiser. Donc ça va être une de plus. Voilà, je vous remercie. Je tenais. Alors encore une fois, ce que je dis là, c'est juste mon expérience. Peut-être que dans 2 mois, j'aurais changé totalement d'avis. Je ne sais pas si, si je suis dans le vrai ou dans le faux. En tout cas, c'est une expérience assez intéressante. Je remercie mes collègues Felipe, Denis et Eric qui participent, avec qui on va continuer à développer. Parce que c'est vraiment assez sympa et je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Et puis surtout, je remercie MacFell pour nous donner, mettre à disposition son serveur. Je vous dis à très bientôt.